Allez. Bonjour à tous. Oula, c'est fort. Bienvenue dans cette salle de conférence. Je suis Céline Coulange. J'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre avec Lionel Mallard. Lionel, Bonjour à tous. qu'on ne présente plus, expert du secteur de l'événementiel, consultant. Et nous allons passer 1 heure et demie ensemble à discuter des métiers de l'événementiel professionnel et notamment de recrutement. Donc c'est une belle filière qui attire, où on essaye de fidéliser, où les métiers se transforment. Et on a sur le plateau une dizaine de personnes que je vous demande d'applaudir déjà pour les encourager. Des experts recruteurs et des jeunes qu'on va vous présenter. Mais peut-être un petit mot sur le sujet avant de démarrer. Alors pour ceux qui, peut-être avez-vous eu la chance d'assister un peu à tout le programme et à tout le cycle de conférences, c'est vrai que la notion de événementiel, la dynamique de l'événementiel a été réelle ces 2 dernières années avec des opérateurs qui cherchent des talents. C'est une réalité. Le marché d'événementiel embauche. On a besoin d'expertise, on a besoin de compétences, on a besoin de talent. Vraiment dans des métiers, et c'est un peu le message qu'on est venu tous ensemble vous communiquer, dans des métiers qui sont très variés, on va essayer de les voir, etc. Et puis, c'est vrai que l'événementiel a un certain nombre de contraintes. Ça va vite. C'est un métier passion, mais un métier qui prend beaucoup de temps. Les week-ends, quelques soirées. Enfin bref, en tout cas, il ne faut pas le nier. Le rythme est intense. Donc on va aussi poser la question à tous ces jeunes professionnels de savoir comment ils gèrent tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas simple. On va essayer d'avoir aussi beaucoup on va essayer de parler de salaire, on va essayer de parler de valeur, on va essayer de parler de culture d'entreprise. Bref, on va essayer de traiter aussi tous les sujets qui sont liés à l'intégration des jeunes professionnels dans les entreprises. Et puis on a 3 experts recruteurs qui représentent 3 entreprises, 3 acteurs importants du monde de l'événementiel et qui, eux, vont se mettre du côté recruteur, si je puis dire, et puis vont dire un peu les profils qu'ils recherchent, quels sont un peu leurs critères de recrutement, pourquoi, comment, bref, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce marché dynamique, encore une fois, et qui cherche des talents. C'est vraiment le message qu'il faut absolument retenir dès le début. On va présenter nos intervenants. Oui. Alors, moi, je vais présenter les experts recruteurs. Les experts. Oriane, elle est responsable du recrutement chez Comexposium. On peut les applaudir aussi, ça. Voilà. Denis, il est directeur de l'événementiel de Paris Society. Dany, Danilo, c'est encore mieux. Tu m'as dit Dany tout à l'heure, ça m'a induit en erreur en fait. Danilo, tu es responsable des réceptions chez Riem Baker. Voilà. Nos 3 recruteurs, nos 3 experts, nos 3 patrons de boîte qui, de fait, gèrent les recrutements. Et puis, on a l'ensemble de nos jeunes professionnels. Céline. Des jeunes talents qui êtes en ce moment en poste. Hein. Aucun de vous... vous avez cherché et vous avez trouvé. Donc ça, c'est chouette. Anne Fayolle. Anne. Bonjour Anne. Donc, chef de projet chez WMH Project. Eva Mesgen, qui est commerciale chez By Cadence. Marie, directrice de clientèle chez Black Lemon, une agence créative, exactement. Maxime, vous avez des micros, non, les uns les autres? Oui, voilà, merci. Maxime Coineau, chargé de projet Lumière chez Magnum. Salut Maxime. Et puis alors chez Hope Design. Open Design, il n'y a que Michael qui est là. C'est Michael Zimmerman qui est responsable du bureau d'études. Merci à tous, en tout cas, de votre présence aujourd'hui. Alors, c'est 6 représentants, mais évidemment, des métiers, on aurait pu mettre 150 personnes sur scène. Je crois qu'il y avait eu une étude de fait sur le nombre de métiers dans le monde de l'événementiel. Je crois que c'était les freelances qui l'avaient mené. Je ne sais plus combien ils sont arrivés. Je crois que c'était 150 métiers différents qui... Quand on a voulu recenser effectivement au début des freelances de l'événementiel le nombre de métiers, le nombre de postes, ne serait-ce que pour faire une fiche de poste pour qu'on ait tous le même langage, on était arrivé à une centaine effectivement de postes. Bon voilà, donc la scène n'aurait pas suffi. Alors on va commencer par un petit tour de table. On va commencer par les jeunes et puis après on fera les patrons. Voilà. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi les contours de votre métier ?
Et quel est le parcours que vous avez eu pour arriver jusque-là? Allez Maxime, on commence par toi. Eh bien, bonjour à tous, Maxime. Donc j'ai 25 ans, je suis chargé de projet lumière au sein de Magnum. J'ai commencé à Magnum il y a 5 ans en tant que technicien lumière. Et la période du Covid a fait qu'on a eu un gros remaniement et Magnum du coup m'a fait confiance pour me monter en étape. Donc du coup je suis passé technicien, assistant, technicien. Et maintenant, du coup... Un gars qui travaille dans une boîte technique, à mon je fais de la lumière, je fais pas du son. Désolé. Donc du coup, voilà, j'étais assistant, technicien, et là maintenant, du coup, je suis chargé de projet lumière à Magnum. Et alors, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à 20 ans chez Magnum Alors avant, j'étais sur tout autre métier, j'étais à l'armée. D'accord. Et du coup, j'ai été à l'armée, j'ai arrêté l'armée, j'ai toujours voulu travailler dans l'événementiel, la prestation technique surtout. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'événementiel ? J'ai mon oncle qui a déjà une société. Donc tu connaissais un peu le milieu ? Exactement. Tu es un héritier donc ? Oui et non. Enfin un héritier au sens de la culture. J'étais entre ses jambes. Tu fais quoi ? Voilà, et du coup, j'ai voulu faire ce métier après. Et tu as l'air en forme. Toujours. Eva. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc moi je suis Eva, je suis commerciale au Cercle d'Aumale. Donc c'est un lieu bike and dance dans le 9e, un joli un cercle de musique française. Donc je suis arrivée assez récemment, je suis arrivée au mois de septembre, donc à cette rentrée-ci. Avant ça, j'étais responsable commerciale d'un hôtel 5 étoiles dans le 8e arrondissement. Donc j'ai un parcours moi plutôt hôtelier. J'ai fait ma petite licence de langue, un master dans le tourisme et suite à ça, je suis rentrée dans l'hôtellerie. J'y suis restée 2 ans dans lequel je suis arrivée réceptionniste, donc complètement autre chose. Et les opportunités ont fait que j'ai pu arriver jusqu'au poste de responsable commercial. Et cette partie commerciale, événementielle, a organisé de très beaux projets pour des gens toujours plus enthousiastes. C'est la partie que j'ai retenue de mon métier. Et lorsque j'ai voulu changer et découvrir quelque chose de nouveau, je me suis tournée vers l'événementiel. Et aujourd'hui, j'adore ça. Mais tu restes sur les lieux, en fait. Je reste sous les lieux, exactement. C'est un rythme un petit peu différent, mais c'est toujours organiser des lieux et la flexibilité de l'événementiel fait qu'en fait, même si le lieu reste identique, on peut tellement en faire quelque chose de nouveau au travers des traiteurs, au travers des prestataires, des animations qui peuvent être faites que, en fait, ça ressemble tous les jours se diffèrent, quoi. C'est vraiment chouette. Est-ce que l'organisation, justement, dans un lieu événementiel évolue, se professionnalise ? Est-ce qu'il y a des nouveaux postes qui apparaissent et qui sont à pourvoir ? Alors, de nouveaux postes, très probablement. Moi, en tout cas, c'est ma conviction pour le futur de l'événementiel. C'est que je pense vraiment que ça va énormément changer, continuer d'évoluer avec les nouvelles générations aussi, les nouvelles attentes, je pense. Comme quoi, par exemple ? Des postes de responsable RSE ? Alors, responsable RSE, je ne sais pas, mais en tout cas, la partie RSE, c'est forcément aujourd'hui quelque chose, je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard également, mais qui a une part de plus en plus importante. Donc, de toute façon, oui, c'est des sujets qui sont amenés à être de plus en plus abordés, ça c'est sûr. Merci Eva. Michael. Alors bonjour à tous, Michael Zimmermann, je suis responsable du studio de design chez Open Design à Chartres. Et ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je suis dans l'entreprise. Quand je suis Michael, arrivé, tu peux coller ton micro. Oui. Ah oui, d'accord, oui c'est mieux. Donc, ah oui, effectivement. Donc, alors, pour tous les professionnels de l'événementiel que vous êtes, un micro, ça se pose sur le menton, comme ça tout le monde vous entend et c'est parfait. Ok, très bien. Du coup, ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Open Design et donc responsable du studio. Et quand je suis arrivé, on était 2 designers, maintenant on est 5. Donc du coup, avant ça, j'étais freelance pendant 6 ans et j'étais dans le retail. Aujourd'hui, je fais du stand. Avant, je faisais plutôt de la boutique. Et en fait, ce qui me plaît, c'est que j'ai toujours aimé travailler sur des projets plutôt courts parce qu'on les renouvelle très souvent dans l'année. Alors que les grands projets plutôt architecturaux, ça dure des mois. Le taux de rafraîchissement est beaucoup plus long. Donc toi, ce qui te plaît dans l'événementiel, en fait, c'est les missions courtes, la rapidité, le flux, quoi, qui a beaucoup de choses à faire. En fait, on sort tout le temps de nouvelles idées pour de nouveaux projets. Donc, on permet d'explorer la créativité dans plein de domaines différents. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un vrai plus de cette filière. Ouais. Merci, Michael. Merci. Aurélie. Non, après, les patrons, c'est après. Pardon. Oriane, après. Ah, pardon, on reste sur les jeunes. Oui. On est tous jeunes. Vas-y.
Bonjour à tous, moi c'est Anne Fayol, donc je travaille chez WMH Project, je suis directrice de projet. Ça fait maintenant bientôt 7 ans que je suis en poste. Alors le groupe WMH est relativement récent. Il a été créé vers 2019, mais j'ai commencé dans une petite agence qui a été rachetée par une des boîtes qui a créé le groupe. Et donc j'ai suivi au fur et à mesure toute l'évolution du groupe. Et donc en commençant d'une petite structure sans avoir changé de boîte par rapport à mon parcours. C'est que je suis toujours restée dans la même boîte, mais finalement elle a beaucoup évolué puisqu'on était 12 quand on a commencé. Et aujourd'hui on est plus de 320. Donc avec plein de filières différentes, plein de structures, mais ce qui rend aussi le métier très intéressant. Parce que la manière dont on gère le projet n'a plus rien à voir et même les projets ne sont plus les mêmes. Ça c'est vrai. Et vous avez évidemment beaucoup de métiers intégrés chez WMH. Et Anne, tu as fait comment tu es arrivée au poste au poste projet d'une agence? Quel a été ton parcours pour arriver là? En fait, j'ai été intéressée par l'événementiel à l'adolescence. Quand passionnée d'équitation, j'ai été voir un salon. J'ai vu cette grande structure, tout ce qui se passait, etc. Donc je me suis dit, ça a l'air génial. J'ai vu un gros nom. C'est là où j'ai fait mon premier stage, donc chez GL Events, c'était à Lyon. Donc j'ai commencé en tant qu'assistante de projet. Et puis tout doucement, au fur et à mesure des stages, donc assistante, chargée de projet, chef de projet, et puis récemment directrice de projet. Bravo. Anne? Marie, pardon, pourquoi je dis Anne? Marie. Oui, je peux être Anne pour la conférence. Non, ne change. Non, bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis directrice de clientèle à l'agence Black Lemon. Black Lemon, c'est une agence créative. Voilà, je vous invite d'ailleurs à aller voir ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On est une agence hyper cool, fun, si vous ne nous connaissez pas. Donc moi, effectivement, avant d'arriver à l'agence, j'ai fait une école de commerce et marketing appliquée à la mode. En fait, c'est la partie ISEM, qui est la partie business de l'école S-Mode. Et c'est lors de mon stage de 3e année, donc de fin d'études, que j'ai vraiment découvert le monde de l'événementiel et je suis complètement tombée amoureuse de ce secteur. Oui. Mais événementiel plus mode, c'est les défilés? Oui, non, en fait là c'était vraiment tout ce qui était commerce et marketing de mode. Donc ça pouvait être la communication, ça pouvait être aussi tout ce qui était bureau de presse, etc. Et effectivement, moi, dans mon stage de 3e année, je me suis spécialisée dans l'événementiel. Effectivement, à ce moment-là, c'était le défilé. Et après, j'ai fait un autre stage dans une autre agence événementielle et j'ai fini par rejoindre l'agence de Black Lemon en 2017. Et depuis, je ne l'ai plus quittée, ou presque. J'ai eu une petite transition d'un an et demi, d'un an, dans une autre agence et je suis revenue à la maison, comme on dit, parce qu'on est toujours bien à la maison. Voilà. Vous êtes combien chez Black Lemon? On est une vingtaine. Ouais, tout profil confondu, exactement. Donc c'est une petite agence, une petite structure, mais c'est moi ce qui me plaît et c'est ce qui je trouve est le plus intéressant à l'heure actuelle dans mon métier et dans l'agence. C'est cette diversité des clients, cette diversité des profils, ce dynamisme. Voilà, c'est tout ça que j'aime et que je retrouve chez Black Lemon. Merci à vous 5. Allez, on va se tourner maintenant vers nos patrons, directeurs de BU ou chargés de recrutement, donc des gens qui sont un peu concentrés, qui cherchent des talents. Est-ce que tu peux te présenter? Oriane. Bonjour à tous. Donc moi je suis Oriane, je suis responsable des ressources humaines du groupe Comexposium. Donc Comexposium, c'est un organisateur d'événements. Et ouais, on m'entend bien? Et c'est un organisateur d'événements. Et donc plus précisément, notre métier, c'est d'animer des communautés de passionnés et de professionnels grâce à des événements qui peuvent avoir différents formats. Ça peut être des salons, ça peut être des congrès, ça peut être des rendez-vous d'affaires. On a une multitude de formats différents et de marques différentes. On a plus de 150 événements chez Comexposium. Dans 10 secteurs d'activité différents. On a 48 000 exposants à l'année, plus de 3 millions de visiteurs à l'année et environ 50 métiers au sein de Comexposium qui tournent autour de la logistique, du commercial, du marketing, de la communication digitale et contenu, et puis bien sûr toutes les fonctions transverses, les fonctions support qui aident aussi à faire tourner une entreprise. Voilà. Et il y a beaucoup de turnover. Quels sont vos besoins
en matière de recrutement? Alors nous, on a eu une reprise post-pandémie qui a été assez phénoménale. Je pense que chez les organisateurs d'événements, on a tous un petit peu connu ça, cette période de ralenti et une très grosse reprise. Donc on a fait plus de 180 recrutements en 2022. On est à peu près sur les mêmes volumes en 2023. Notamment sur les métiers du commercial, du marketing com et de la logistique, principalement, un petit peu de l'informatique également sur les fonctions support et dans la finance. On a eu un petit peu de turnover effectivement pendant cette période un petit peu particulière et on a beaucoup travaillé au niveau du service RH sur ces derniers mois, ces dernières années, sur la mise en place d'outils et de systèmes de fidélisation. Donc du digital. Moins de l'humain. Entre les autres. deux. Ouais, les deux. Pour fidéliser Pour fidéliser nos collaborateurs ouais, c'est ça, pour attirer aussi pour attirer, on va y revenir sur cette capacité d'attractivité, parce que c'est vrai que j'aurais pu le dire dans mon introduction, on a l'impression quand même, enfin c'est pas une impression, il y a une vraie difficulté aujourd'hui. Enfin, vous recrutez et vous cherchez tous des talents. Le monde de l'événementiel recherche des talents. Il y a quand même du mal à recruter. C'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. C'est qu'il y a aujourd'hui des grandes difficultés de recrutement. On ne trouve pas forcément les talents dans les boîtes. Et c'est cette difficulté qu'on va essayer de comprendre et qu'on va essayer de dépasser aussi. Denis Raymond. Paris Society. Bonjour à tous. Je m'appelle Denis Raymond, j'ai 40 ans. Et moi, je dirige l'événementiel. Merci Lionel, c'était ce que j'attendais de ta part. C'est pour ça que j'ai dit ça. Moi, je dirige l'événementiel dans le groupe Paris Society. Paris Society, c'est une 60aine de lieux. Donc nous, notre métier, c'est les lieux, concrètement. On a beaucoup de lieux qui sont dédiés à l'événementiel, mais on a aussi des restaurants, on a aussi des clubs, on a aussi maintenant des hôtels. Donc c'est une 60aine de lieux, c'est plein de métiers différents. Je crois qu'on y reviendra un petit peu après. Il y a plein de métiers également différents. Moi, je veux juste commencer comme ça, après je parlerai de moi deux secondes, pas pour parler de moi, mais juste pour faire le lien avec le sujet, évidemment. C'est que nous, on a un groupe qui se développe beaucoup, qui est plutôt attractif, je pense, à plein d'égards. Et donc, du coup, j'ai assez peu de difficultés à recruter, en vrai, sur ces postes-là. J'y reviendrai peut-être un petit peu après. Mais par contre, on a d'immenses difficultés à recruter d'autres types de métiers, comme des maîtres d'hôtel, comme des barman, parce que nous, on construit nos événements, on les organise à 100%. Donc, c'est des métiers qui sont différents. Je sais que beaucoup d'entre vous, je vois beaucoup de jeunes dans l'Assemblée, effectivement, recherchaient peut-être des boulots ou réfléchissent à rentrer dans cette carrière de l'événementiel. Il y a plein de métiers qui sont très différents. Mais il y a aussi d'autres types de métiers, parce que cette grande filière accueille plein de métiers, qui sont aussi des intermittents. Et cette crise du Covid a balayer beaucoup de certitudes, beaucoup de réflexions sur tous ces sujets. Et on a besoin aussi d'avoir beaucoup de monde sur ces métiers-là, précisément. Et c'est sur ces métiers, précisément, qu'on a beaucoup de difficultés à aller au bout de nos prestations, parce qu'on a besoin de vendre, on a besoin de produire, on a besoin d'alimenter, on a besoin de rafraîchir, on a besoin de techniques, enfin, on a besoin de plein de choses. Donc, sur des métiers de sales et de chef de projet et de communication, qui sont principalement nos trois métiers sur nos fonctions support global, on arrive à recruter. Maintenant, et tu arrives à fidéliser aussi, ou il y a un peu de turnover dans ta boîte? Non, on a très peu de turnover. Parce que moi, on a réussi à avoir beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, qui sont fidélisés. Je pense qu'on s'occupe bien d'eux aussi. Je pense qu'on paye bien. Je sais qu'on en parlera aussi. C'est un sujet. C'est pas un sujet tabou d'ailleurs pour nous. Maintenant, effectivement, il y a un rapport avec les nouvelles générations. Parce que je suis dans cette génération un peu intermédiaire. Moi, comme je l'ai dit, j'ai 40 ans, donc je recrute des gens qui ont 25 ans, mais je recrute aussi des gens qui ont 50 ans et qui n'ont pas les mêmes aspirations et qui ne sont pas au même moment de leur carrière. Et de toute évidence, la nouvelle génération a d'autres aspirations. Donc, on va en parler de tout ça après. Moi, j'ai commencé, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai commencé en stage dans cette boîte. Donc, ça fait 20 ans. Maintenant, donc j'ai commencé. Alors, la boîte a changé de nom 1000 fois, mais maintenant ça s'appelle Paris Society. Et le groupe est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On a été racheté par Accor l'année dernière et on continue à se développer très fort. Mais moi, j'ai commencé en stage dans cette boîte. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil pour certains. Il y a des plans de carrière possibles encore aujourd'hui dans certaines entreprises quand on le veut. C'est pas très nouvelle génération, ça. Bah non, mais il est vieux, 40 ans, même s'il ne les fait pas. Danilo. Alors, bonjour à tous, moi c'est Danilo, donc je travaille pour
le traiteur I.M. Becker, donc membre fondateur des Traiteurs de France. Mon rôle aujourd'hui, c'est de recruter des maîtres d'hôtel, des cuisiniers, de placer les bonnes personnes aux bons endroits. Donc c'est pas évident, je confirme, hein, surtout depuis le Covid. Mais on arrive à s'en sortir. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Donc la relation avec les sites événementiels, de garder cette proximité avec les sites et d'être présent sur tous nos événements. On a en moyenne entre 600 et 800 personnes sur chaque événement, donc c'est pas. Il faut bien trouver le personnel. Les invités, ouais. Ouais, Et donc c'est 1 pour 50, hein, c'est ça, une hôtesse pour 50, 1 pour 20. Voilà, les maîtres d'hôtel. hôtesse, maître d'hôtel, cuisinier. Et ça, vous les embauchez vraiment, c'est Alors, ou non. c'est un des DUE Justement, je crois que ça fait ou partie des des freelances. sujets, on va Parce parler un que peu c'est des freelances. ça. Des différentes C'est, manières de... c'est de vraiment, c'est que des extras, c'est que du freelance. C'est ça. Voilà. Donc on va pouvoir en parler, je pense après, c'est prévu. Ouais. Pour la plupart, c'est vraiment un choix. Hein. Donc C'est un choix pour vous aussi. c'est un choix pour nous aussi, bien sûr. Ouais, Enfin, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc Bah. et voilà, j'ai plus de 20 ans de maison aujourd'hui. On s'arrête après 20 ans, on va pas au-delà, hein, c'est bien. Plus de 20 ans de maison aujourd'hui, pareil avec un parcours en restauration et puis surtout une vraie passion pour ce métier qui est l'événementiel. Voilà. Alors justement, bah tiens, tu fais le lien, comme ça on va commencer sur l'histoire de la passion. Est-ce que, alors là vous prenez la parole qui veut, est-ce que l'événementiel est un métier de passion ? Et à quelles conditions ? Ouais. Marie, tu as déjà dit quelques mots. Vas-y, oui, Danilo, tu peux commencer si tu veux. Enfin, Tu as le micro. Pour continuer, bah oui, c'est un vrai métier de passion. Je pense que pour faire ce métier, on travaille les week-ends, on travaille le soir. Je pense qu'il faut quand même avoir de la passion, d'accord ? On a une vie de famille, on arrive à avoir une vie de famille. Hein. Je précise, ça fait plus de 20 ans. Même en travaillant le soir et les week-ends ? Marié, 2 enfants, enfin tout va bien. Et heureux. Et heureux. Mais on ne Très heureux. travaille pas tous les soirs et tous les week-ends. On ne Aussi, travaille il faut pas, pas tous non les plus, soirs et tous les week-ends. On arrive à avoir une vie à côté, ouais. Mais il faut cette passion. Je pense que puis on a la chance dans l'événementiel, traiteur, pour ma part, c'est de profiter de tous ces lieux magiques, ces lieux événementiels. Et moi, pour ma part, je travaille dans des endroits que je vais visiter avec mes enfants le week-end. Et j'ai la chance de connaître les coulisses de ces endroits. Et je vois mes enfants qui sont émerveillés. Enfin, j'ai plein d'exemples à vous citer. Enfin, je vais en citer un rapidement. C'est le cirque d'hiver. J'ai emmené mes enfants voir le spectacle du cirque d'hiver. Et en tract, on sort, on va chercher une petite boisson, des bonbons. Et puis, je vais voir le clown qui présentait le spectacle. Et puis, il m'attrape, il me fait la bise. On discute. Ce que je vois pas, c'est que mes enfants sont en train de me regarder comme ça, émerveillés. Quoi. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc, pour revenir, c'est vraiment un métier de passion. Voilà. Et de relations fortes. Et de relations fortes. Est-ce que cette passion aujourd'hui, c'est le cœur de votre présence aujourd'hui dans le marché événementiel ? Anne et Marie. Oui, non, tout à fait. Je pense qu'effectivement, le secteur de l'événementiel, c'est un secteur de création d'émotions. Donc en fait, à partir de ce moment-là, il y a un côté où en fait, on est là, on vit ce qu'on fait, on fait ce qu'on fait pour vivre. Donc il y a vraiment quelque chose où c'est un secteur qui demande de se renouveler, c'est dynamique, c'est enrichissant, c'est de la curiosité constamment. Donc effectivement, moi je reste persuadée que c'est un métier de passion. Alors bien évidemment, il peut y avoir des contraintes, mais je pense comme tout autre métier, chacun a ses contraintes, chaque métier a ses contraintes, chaque secteur a ses contraintes. Après, c'est juste de savoir où est-ce que nous on s'y trouve, où est-ce qu'on se retrouve. Et voilà, et effectivement, il peut y avoir des moments où on va finir peut-être un petit peu plus tard, où effectivement il y a des soirées qui nous demandent de la présence. Mais moi, être présente à mes événements, c'est aujourd'hui ce qui fait aussi que je fais ce métier, c'est ce qui me fait kiffer. Et voilà, et donc après, ça reste aussi périodique, je pense, en fonction, pareil, du secteur de l'événementiel et des boîtes, des agences et des métiers. Mais moi, je sais qu'à la rentrée au mois de septembre, ça va être un mois qui va peut-être me demander un peu plus d'investissement, mais après ça peut aussi se calmer. On s'y retrouve, quoi. On s'y retrouve, exactement. Okay. C'est un juste milieu et c'est une balance aussi à s'accorder. Voilà. Y a aussi, on a quelques jeunes qui sont venus dans les conférences et effectivement cette passion-là, elle est présente, mais j'avais l'impression que autant la génération d'avant c'était de la passion avant tout et il n'y avait pas forcément de contraintes, mais là c'est la passion, oui.
mais pas Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Est-ce que et la jeune génération, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Est-ce que Anne, tu es d'accord avec ça, ou c'est la passion avant tout et rien que la passion? Non, ils n'ont pas tort, après tout. Moi, un peu de contexte, je viens d'être maman, j'ai une petite fille qui va avoir 10 mois. Et c'est vrai que ma relation au travail a quand même un petit peu changé. J'ai pas le choix, j'ai pas la même disponibilité. Et pour le coup, je suis encore en adaptation. Je fais un métier où on est en première ligne. Le fait qu'on ait un métier directement avec des clients, et tout va très très vite avec des besoins de réponse, avec cette digitalisation qu'on a depuis de nombreuses années, mais du coup qui font que tout s'accélère, et de l'instantanéité fait qu'on est extrêmement sollicité, et pas que sur des horaires de bureau. Et ça fait partie aussi de ce service client qui est extrêmement important, et ce pourquoi on fait ce métier. Le service client, c'est primordial, c'est avoir envie de donner du plaisir et de partager ses expériences. Et du coup, ce qui fait que oui, ça fait tenir, parce que c'est valorisant de voir que les gens à côté, ils sont contents de leur événement, on est un vrai support pour eux. En même temps, on n'est pas supposé être trop visible si du coup tout se passe bien. Alors après, aujourd'hui, on peut s'arranger. Typiquement, moi, étant en agence, j'ai plusieurs projets en parallèle, mais je ne suis pas tous les jours dehors. J'ai des jours, je suis au bureau. Il y a des jours, du coup, je vais me lever plus tôt parce qu'il faut faire un montage et ça commence à 6h du matin. On va finir tard le soir, mais il y a tout un système de récupération, etc. Le rôle de directrice de projet dans une agence est compatible avec le fait d'être une jeune maman qui a besoin effectivement d'être présent aussi un peu chez elle. Faut bien s'organiser. D'accord. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très présent et qui m'aide, puisque en fait les horaires changent très très régulièrement. C'est pas toujours simple, c'est clair. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non, je ne peux pas le faire? Maintenant, oui. Ouais. Oui, parce que j'ai pas la même contrainte. Et tu as en face de toi des patrons qui le comprennent? Ouais. D'accord, c'est important. On est une filière où c'est très très féminin, et encore il y a quand même de plus en plus d'hommes, je trouve, qui commencent à arriver en tout cas en production. Ouais, en projet et en production, c'est très féminin. Ouais. Voilà, mais quand même, ça commence à arriver. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui partagent. Et comme on le disait tout à l'heure, le métier est très... Enfin, les métiers, il en existe de nombreux. En fonction peut-être de certains moments de sa vie, il y a peut-être des possibilités d'adapter aussi finalement ce qu'on est en train de faire pour s'adapter à aussi sa vie privée. C'est-à-dire que le métier vient en... comment dire, je trouve qu'on peut avoir un bon équilibre, parce que si demain ce métier-là, par exemple la direction de projet, par rapport à certains moments de ma vie privée ne conviendrait pas, je sais que je pourrais basculer sur d'autres fonctions qui sont quand même liées à l'événementiel, qui est un métier et en tout cas un secteur, moi, qui me stimule énormément et pour lequel j'ai pas envie de partir pour l'instant. Ouais. Mais du coup, il y a plein de possibilités. Michael, passion totale ou passion mais attention? Alors moi, je dirais que la première passion, c'était la création. Je me suis tourné vers l'événementiel parce que j'aimais ce côté éphémère et la multiplicité des projets. Et la passion, elle s'est construite pendant que j'y étais. Le premier truc, c'est que... Alors nous, on est une petite entreprise de 40 personnes. Enfin, petite. C'est pas mal à la taille de l'événementiel, les 40 personnes, c'est déjà bien. C'était petit quand je suis arrivé. On était moins d'une vingtaine, il me semble. À peu près. J'ai un fact-checker dans le coin. Et maintenant, on est à peu près une quarantaine, ce qui est une bonne évolution en 3 ans. Et en fait, du coup, ça a permis de complètement, au-delà de l'événementiel, des événements eux-mêmes, d'accompagner le développement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait partie du développement. Et j'ai senti que comme on n'était pas nombreux dans l'entreprise, on avait tous du poids. C'est-à-dire que dans les décisions, dans le développement, on pouvait tous participer. Et du coup, ça veut dire que tu as atteint... Il y a une possibilité de progression en termes de responsabilité, en termes de management, en termes de complexité des projets? Oui, parce que les projets sont de plus en plus complexes. Aussi, quand une entreprise qui grandit, on peut répondre à des projets beaucoup plus ambitieux
qui demande beaucoup plus de métiers, beaucoup plus de connaissances. Donc on est forcément obligé d'avoir plus de monde, plus de compétences, plus de partenaires. Et en fait, alors, du coup, j'ai découvert l'événementiel à travers Open Design. J'ai découvert comment fonctionnaient d'autres boîtes ensuite. Mais en fait, moi, ce que j'ai découvert avec Open, c'est qu'on a une politique 100% intégrée. C'est-à-dire qu'on a la production, que ce soit fabrication, impression, signalétique, tout ça. Et en fait, on fait du design. Ce n'est pas qu'un bureau de création, quoi. Voilà, on n'est pas juste un bureau de création, on a vraiment de la création jusqu'à la production, installation sur salon, etc. Ce qui fait que moi, j'ai découvert comment fonctionnaient tous les métiers parce qu'ils étaient en interne. En fait, j'ai découvert le fonctionnement de nos partenaires finalement un peu tard. Tout ce qui est installation multimédia ou les fleuristes ou les choses comme ça, c'est des métiers que j'ai découvert finalement un peu plus tard. Parce que moi, j'étais vraiment plutôt sur le design pur. J'étais beaucoup plus en relation avec les clients. Donc voilà. Donc la passion s'est construite avec la richesse que j'ai découvert dans le métier. Le fait de parler avec plein d'acteurs différents et que les projets se complexifient, apportent plus de challenge, ben, ça a apporté des nouvelles passions, des nouveaux intérêts, un peu plus techniques aussi, etc. Donc en fait, je pense que si j'y suis encore, c'est parce que oui, la passion s'est construite pendant que j'y étais. Ouais, intéressant. Eva? C'est vrai que moi je continue d'apprendre aussi un petit peu chaque jour ce qu'est l'événementiel. Je trouve ce qu'il y a de plus gratifiant aussi, c'est quand même la concrétisation des projets et de se dire que de pouvoir suivre un projet de A à Z, de suivre donc son client de la demande initiale jusqu'à la réalisation. Et c'est pour ça que oui, il y a des fois c'est les week-ends, oui, il y a des fois c'est un petit peu tard le soir, mais quand parfois on a travaillé des semaines, des mois sur certains projets, c'est aussi une satisfaction personnelle de voir qu'on a réussi à mener à bien des événements pour des centaines, une centaine de milliers de personnes parfois. Donc il y a des fois, je trouve, où ça prend un petit peu le dessus. Et en fait, quand il y a pu avoir de l'organisation, je sais pas, parfois en B2C de mariage, par exemple, de voir aussi l'ensemble des invités heureux, il y a un certain côté où nous aussi, on est heureux de faire partie de cette histoire. Et on a l'impression d'avoir fait partie un petit peu, en tout cas le temps de la journée, de la vie des clients qu'on accompagne. Quand on parle de passion, souvent, quand même, c'est très lié au fait que quand on est dans notre passion, on n'a pas le sentiment de travailler. Quand on est passionné par les chevaux, quand on est passionné par, je ne sais pas quel type de sport. Par la lumière, parce que La lumière, voilà. On n'a pas l'impression de bosser, parce que c'est ça le truc. Et donc, ça peut être le soir et le week-end. Là, en fait, est-ce que tu es d'accord avec ça, Maxime? Exactement. Je rejoins un peu tout le monde. La passion, elle est déjà présente, mais elle se recrée aussi au fur et à mesure. Et je rejoins aussi Eva sur ce qu'elle disait, le fait d'apporter aussi du plaisir, que ça soit aux convives d'un mariage, que ça soit là on parlait d'événements sportifs. Moi j'ai été en charge de la Rugby World Cup au niveau lumière, de voir l'épanouissement de 80 000 personnes dans un stade de France. Et la Rugby World Cup, t'as dit? La Coupe du Monde de rugby. Oui. Et du coup de voir l'épanouissement de 80 000 personnes dans un stade de France, mais aussi à la télé, tous les retours sont magnifiques et la passion aussi, du coup, s'accentue comme ça. Alors moi j'ai l'impression, madame et messieurs les recruteurs, que vous avez souvent construit beaucoup de vos équipes grâce à cet effet passion et très attractif de cet événementiel, et vous en avez profité pour pas trop les payer, les jeunes. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Enfin voilà, est-ce que la passion n'a pas pris le dessus sur les conditions pécuniaire de la relation avec vos collaborateurs? Oriane, est-ce que vous avez l'impression de bien payer vos collaborateurs quand vous les recrutez? Oui. Non, oui. Chez Comexposium, on est très, très attentif à ça, puisque c'est aussi un des leviers d'attractivité, évidemment, pour pouvoir recruter. On est très attentif au benchmark marché. On fait tous les ans des analyses marché pour nous assurer que sur chacun des métiers, parce qu'après on a des fourchettes qui vont être différentes et qui vont varier selon le métier concerné. Mais en tout cas, on est très attentif à garantir une fourchette salariale attractive par rapport au marché, puisqu'on est aussi en région parisienne, donc on a beaucoup de concurrence.
surtout sur les métiers comme les nôtres, les commerciaux, les marketeurs, la communication, la logistique. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent sur ces métiers-là. Et puis on est très attentif aussi à l'équité interne. Donc on alimente aussi des benchmarks en interne pour pouvoir rester attractif pour nos collaborateurs. Denis, est-ce que tu payes bien ? Ouais, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on paye bien et je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'on est dans des métiers qu'on n'a pas vraiment le temps. On n'a pas donc du tout le temps de former. En tout cas, pas suffisamment. Moi, c'est un vrai problème chez nous, la formation globalement. Donc, on capitalise énormément sur les gens qui sont là, qui eux-mêmes deviennent formateurs de nos nouvelles recrues. Et donc, pour moi, ça fait partie intégrante de notre fonds de commerce. On a besoin de garder les gens au maximum. On a besoin de les fidéliser. Les fidéliser, c'est par mille et une choses. C'est pas uniquement par le salaire, évidemment. Mais on est en pleine... on habite tous sur Paris globalement. On a totalement conscience par rapport à ce qu'on leur demande que s'ils ne sont pas bien payés, nécessairement, évidemment, ils vont aller voir ailleurs. En tout cas, ils vont se poser d'autres questions. Donc, le sujet de la rémunération est un sujet au cœur de tout ça. Et je te l'ai dit tout à l'heure, si on a très peu de turnover, c'est qu'évidemment, on paye bien. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a d'autres boîtes qui pourraient peut-être se permettre parce qu'ils ont une autre organisation au niveau de la prod, au niveau du commerce peut-être. Nous, c'est pas comme ça qu'on fait. Au contraire, on capitalise à fond sur ce sujet-là, vraiment. Et je sais ce que c'est parce que je suis passé par là, comme je te l'ai dit. J'ai été stagiaire et je suis monté petit à petit. Et donc, c'est rigolo de parler de passion et que pendant 10 ans, effectivement, on est là la nuit, le week-end, etc. Maintenant, personne n'est naïf dans cette histoire. Je pense que ces jeunes générations, comme nous l'avions été avant, sont prêts à bosser énormément. In fine, c'est ton salaire qui fera la différence de ce cliquet au moment où la passion va se transformer comme véritablement ton métier et si tu veux en faire ta carrière, quoi. Danilo ? Alors, en fait, il n'y a pas que le salaire qui rentre. Je rejoins Denis là-dessus. Il y a aussi beaucoup l'accueil. D'accord ? Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe d'extra fixe, on peut appeler ça comme ça, extra fixe Riem Becker. Pour la plupart, ils sont là depuis 20 ans. Donc je pense que s'ils reviennent, c'est qu'ils sont contents. Ils y retrouvent un peu d'équilibre. Bien sûr. Quand tu dis extra fixe, ça veut dire que c'est des free fixes, c'est-à-dire que tu les payes à la mission ? Exactement. Et donc, ça veut dire que période Covid, il n'y a pas de mission et ils ne sont pas payés. Ce qui se passe, c'est comment ça fonctionne. C'est un accord. Ils nous donnent priorité. D'accord ? Et moi, je m'engage, par contre, à les appeler aussi en priorité pour leur donner du boulot. Voilà, de sorte à ce qu'ils ramènent un salaire à la fin du mois. C'est important. Mais après, à côté de ça, donc j'ai une équipe fixe d'une 40aine de personnes que je fais travailler à l'année, mais je peux monter jusqu'à 200, 300 mètres d'hôtel sur une journée. D'accord ? Alors, après, il faut pouvoir les trouver. Et pour pouvoir les trouver, il faut déjà bien les accueillir. Il faut bien les respecter. Voilà. Donc déjà, ça commence par ça. On voit quand même, sur la fonction projet dans les agences, par exemple, il y a 2 représentantes ici. Moi j'avais fait une étude assez précise avant Covid, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé. On voit quand même entre 30 et 35 ans un départ massif des chefs de projet en agence et féminine en l'occurrence, puisque la fonction était à mon avis à 75 ou 80% féminine encore aujourd'hui. Est-ce que vous vous projetez, mesdames, vous, à 2, 3 ans, 5 ans de se dire, voilà, cette fonction-là, est-ce que je me vois sur le terrain aussi, avec la passion que vous avez dégagée, donc aussi attentif aux évolutions clients, à les accompagner dans 4 ou 5 ans ? Oui, en tout cas, sur le secteur de l'événementiel, dans 4 ou 5 ans, évidemment que je m'y vois encore. Après, injecter sa passion et sa créativité, oui, mais peut-être d'une autre manière. Ouais. C'est vrai que aujourd'hui, moi j'ai la chance à 29 ans d'être directrice de clientèle, donc d'avoir aussi un peu cette chose où j'ai pris un peu plus de recul, où je suis peut-être un peu moins dans l'opérationnel, je suis un peu plus dans la supervision des équipes. Et aujourd'hui, je vais mettre ma créativité, mon énergie dans justement former les talents de demain, accompagner une équipe, la faire développer et continuer à leur donner toute la passion que j'ai aujourd'hui dans ce métier et pour ce secteur. Donc je pense qu'encore une
fois, ça dépend tout à fait de sa carrière professionnelle, de ce qu'on a envie. Ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. Mais après, ça ne m'étonne pas effectivement que 30-35 ans il y ait des départs parce qu'effectivement. Je pense que ça fatigue quand même la fonction projet. Alors, peut-être une question à Anne. Est-ce que ça fatigue quand même cette fonction projet? Elle est intense. Effectivement, elle est habitée par la passion et elle est soutenue par la passion. Mais la fatigue, elle existe aussi au bout d'un moment, non? Ouais. Comment on gère? Concrètement, moi, comme je disais, je suis en cours d'essayer de comprendre un peu comment m'organiser correctement. J'ai l'impression d'être partout et un peu nulle part, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le marché fonctionne quand même très, très, très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de choses chez nous, à l'agence. Après, oui, j'ai des gens qui sont à mon écoute pour qu'on puisse adapter. Le fait que je sois passée directrice, c'est pareil. Hein. J'ai pris un tout petit peu plus de recul, donc je fais un petit peu moins de production pure et moins d'opérationnel. Ça me permet de prendre un petit peu du recul et d'avoir des gens avec qui on travaille en équipe. C'est ce que je trouve toute la richesse de ce métier-là. Il y a encore beaucoup de choses d'évolution qui sont possibles dans le management, de prendre des fonctions commerciales. Il est vrai que quand j'ai commencé et que j'étais dans l'agence qui a été rachetée, donc PHB Events à l'époque, la durée de vie d'un chef de projet, c'était environ 5 ans. Parce qu'au bout de 5 ans, la taille de l'agence fait qu'il y avait une sorte de plafond où on ne dépassait pas certains types de projets et que les projets revenaient quand même régulièrement, les clients et les projets. Et donc, envie de nouveauté, parce que c'est un métier qui est tellement riche que du coup, c'est stimulant. Là, le fait, moi, que j'ai pu les différents rachats et la configuration aujourd'hui de l'agence fait qu'il y a nous au projet. Mais il y a par exemple, maintenant, il y a plein d'autres fonctions. Il y a des experts qu'on va appeler des spécialistes dans plus la partie contenu. Pourquoi pas partir là-dessus? Et auquel cas, il y a moins cette notion d'horaire et de extensible, puisque ils sont moins exposés. Il y a des gens donc du coup au projet, il y a des gens au digital, on a un studio. Enfin, il existe plein de choses sur lesquelles effectivement on peut évoluer. Donc pourquoi pas? Il suffit de se questionner, on peut se former. Encore. Allez, question piège, Michael, Eva et Maxime. Vous êtes bien payés? Je dis pas combien, mais je dis, est-ce que toi, tu penses que la valeur que tu apportes à l'entreprise est bien rémunérée? Ton patron est dans la salle? Alors, j'ai envie de dire oui, mais avec une petite volonté d'augmentation. En fait, pour être franc, j'ai surtout, au-delà du salaire, moi j'ai d'abord voulu pérenniser mon confort de travail et mon équilibre vie perso-vie pro. Parce qu'il s'avère que la personne avec qui je vis a eu la bonne idée d'être en Belgique, à Anvers. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir négocier une flexibilité assez large, même assez totale, puisque je peux vivre 1 mois en France, parce que j'ai aussi un projet en France à gérer moi-même, perso, et 1 mois en Belgique. Et je gère mon planning plutôt comme je veux. Ça me permet une grande flexibilité et ça me permet de construire ma vie perso, ma vie pro, donc mener les deux en parallèle. Donc, moi, j'avoue que j'ai priorisé cette partie-là. Et en fait, c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs. Hein. Ouais, de plus en plus, c'est pas le salaire first, mais c'est ça. La qualité. Et en fait, mon salaire me convient tout à fait. Je peux très bien vivre avec, il n'y a aucun souci. Et je peux mener mon projet entre 2 pays en plus. En plus. Donc, génial. Donc, ça me va tout à fait. Ça nécessite quand même d'avoir un patron à l'écoute. Oui. Et ouvert à ce type de discussion, ce qui n'est pas forcément le cas partout, il faut le dire aussi. Hein. Oui, peut-être. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir discuter de ça et de pouvoir d'avoir cette opportunité-là parce que j'avais un vrai dilemme. J'aimais beaucoup la boîte et les projets. Et de l'autre côté, j'avais une vie perso qui se construisait. Et si je ne pouvais pas construire la vie perso, je pense que c'est la vie pro qui en aurait pâti. Bien sûr. Donc, et alors vous, Eva et Maxime, bien payé? Ouais. Oui, non, peut-être, moyen, je ne sais pas.
Moi, ça me convient tout à fait. Comme je disais, je viens d'arriver, donc j'ai réussi à demander le salaire que je souhaitais et qui était aussi en adéquation, comme on disait. C'est toi qui l'as demandé ou on te l'a proposé? Je l'ai demandé. Je l'ai demandé. Je sais voilà, qu'à Paris, il y a toujours des projets. Puis à côté, j'aime voyager, j'aime faire des choses qui coûtent cher, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Et pouvoir profiter aussi, justement, comme on disait, trouver un équilibre vie perso, vie pro. Et ben, si dans ma vie perso, ce que j'aime, c'est voyager, ben, ça coûte de l'argent. Et en même temps, je suis prête à suffisamment m'investir. Et donc, qui dit investissement, dit forcément le salaire également. Et dans les deux sens, pour pouvoir aujourd'hui aussi bien profiter de l'un que de l'autre. De ta passion du voyage. Exactement. Maxime? Et moi, oui. Il y a une petite demande d'augmentation, une négociation, je veux dire, qui est en cours, mais oui. Avec le télétravail qui a été mis en place, avec tout ce qui a été mis autour du salaire, autour de donc, la condition de travail, tout personnellement, à mon sens, tout me va. Exactement. Ouais. Alors sachez que cette question a été posée évidemment plein de gens de manière très large. Et tout le monde, et ça c'est unanime, dit qu'avec 10% de plus, et peu importe la base, mais avec 10% de plus, ça serait mieux. Il y a quand même encore un petit peu ce sujet, malgré effectivement tout ce que vous avez raconté. Oriane? Oui, juste pour compléter, il y aura évidemment toujours un sujet parce qu'il y aura toujours des souhaits d'augmentation, mais le salaire fixe aujourd'hui n'est plus la seule motivation des jeunes qui recherchent du boulot. Et comme le disait justement Michael, l'équilibre vie pro, vie perso, l'autonomie, l'ambiance au travail sont aussi des critères qui sont extrêmement importants. Alors il y a le salaire fixe évidemment et c'est ce qui va définir notre capacité, notre pouvoir d'achat au quotidien. Donc c'est évidemment important. Mais il faut aussi considérer tous les à côté qui peut y avoir en termes d'avantages sociaux aussi. Pourquoi pas? Il y a des boîtes où il y a de l'intéressement, de la participation, où il y a des primes, des bonus, où il y a un CSE parfois. Et effectivement, l'équilibre vie pro, vie perso va être un sujet de plus en plus important dans les entreprises. Il y a des recruteurs, il y a des patrons de boîtes aussi dans les conférences des 2 premiers jours qui disaient quand même qu'ils avaient en face d'eux les jeunes générations étaient un peu plus exigeantes sur ces sujets-là de qualité de vie. Et puis il y avait des négociations pas forcément faciles en termes de télétravail. Et donc quel est un peu votre... alors peut-être toi tu es peut-être un peu moins concerné par le télétravail, mais Denis, Oriane, quelles attitudes vous avez adoptées par rapport à ces demandes-là? Est-ce qu'il y a une règle qui est fixe? On parle aussi de tendance de retour au bureau et qu'il y a même quelqu'un qui disait aujourd'hui, moi, c'est les jeunes générations qui me demandent d'être au bureau et pas forcément les plus anciennes. Les plus anciennes, eux, veulent plus de liberté. Bref, comment vous avez traité cette volonté de vos collaborateurs à devenir autonomes, à devenir indépendants et avec tout ce que ça veut dire en termes de cohésion d'équipe, qui est beaucoup plus compliqué à formaliser? Ouais, mais ça c'est un vrai élément de package parce qu'effectivement il y a le salaire, c'est évident, ça c'est toujours, et le fameux sujet des 10%, de toute façon il faut toujours 10% de plus, c'est sûr que c'est mieux. Mais plus sérieusement c'est un équilibre général. Donc le télétravail, l'autonomie, la responsabilisation, on prenait l'exemple à côté de moi, c'est qu'on arrive dans ces métiers-là autour d'une trentaine d'années à commencer à pouvoir... Ce qui est assez rare, je trouve, à commencer à pouvoir diriger des équipes, diriger des services. À l'inverse, tu as ton patron qui se dit « Ok, eux, ils sont bien, je veux les garder. » Donc du coup, puisque tu veux les garder, tu leur donnes des responsabilités. Tu leur donnes des responsabilités assez tôt. C'est des métiers où, en fait, à peine à 30 ans, si ça fait depuis quelques temps que tu fais ça, tu as des responsabilités. Je pense que c'est ça que les jeunes veulent aussi. Donc le télétravail... Nous, on a toujours fait ça. De toute façon, on a toujours essayé d'avoir... des règles fixes ou c'est au cas par cas? Moi, dans mon service, pour te répondre franchement, c'est que j'ai toujours donné 100% d'autonomie à tout le monde. Mon seul sujet, ça a toujours été mes clients, le business et que ça fonctionne. Maintenant, évidemment qu'on a des règles. Cependant, on a une journée de télétravail qui est chartée dans nos conventions collectives. Donc ça, c'est ancré. Maintenant, c'est normal qu'il faille l'ancrer. On est un groupe, on est structuré évidemment, mais la réalité du quotidien, quand tu fais 2 événements dans la semaine, oui, le vendredi, tu commences plus tard. Oui, quand tu te couches à 3h du matin, tu ne demandes pas à 9h du matin de venir le matin à la pointeuse. C'est pas très adapté à nos métiers. Et je pense que les jeunes générations apprécient le fait qu'on leur fasse confiance et qu'on leur rende, ce qui me semble être la moindre des choses d'ailleurs, de l'autonomie dans leur gestion de planning, tu vois. Télétravail, Oriane, comment vous avez géré
ces demandes ou même ces exigences parfois? Ouais. Donc nous, on a toujours eu du télétravail aussi chez Comexposium. On a mis en place une charte télétravail. Et donc, elle est effectivement... il y a des règles, donc c'est 2 jours par semaine. Quand tu dis toujours, ça veut dire que c'est avant le Covid, c'était déjà le cas? Oui, avant le Covid, on avait déjà du télétravail. C'est rare, ça. Qu'on a restructuré avec tout ce qu'on a pu connaître la période Covid. Et donc aujourd'hui, on a 2 jours par semaine, ce qui nous semble raisonnable. Et on a fait le choix de faire des jours fixes, le mardi et le vendredi, qui sont des journées télétravaillées. Pourquoi ? Parce que on reste un métier de rencontre. On reste une entreprise qui travaille beaucoup en équipe, qui travaille beaucoup en mode projet. Et on a besoin que nos collaborateurs continuent à avoir des moments où ils peuvent tous se retrouver et travailler ensemble, collectivement, sur les événements. Ouais, mais il y a Teams maintenant. Alors, il y a Teams, effectivement. En fait, pour tout vous dire, après le Covid, on a mis en place un accord télétravail qui laissait la flexibilité. C'était 2 jours par semaine et chacun choisissait les journées qu'il préférait. Et en fait, ce qui est ressorti des équipes salons, des équipes d'événements, c'est que finalement, travailler à distance avec une partie de l'équipe à distance, une partie de l'équipe en présentiel, un tel qui capte mal, etc. Et puis finalement, ceux qui étaient en Teams étaient malgré eux un petit peu exclus de certaines discussions pendant les... Bon, tout ça a fait que recadrage, on a eu pas mal de remontées sur le sujet, on a échangé avec les opérationnels, on a échangé avec les collaborateurs, avec les managers, et on s'est dit finalement on ne veut pas supprimer le télétravail parce que ça reste hyper important pour l'équilibre vie pro, vie perso, et puis il faut aussi vivre avec son temps, et aujourd'hui c'est important de pouvoir donner cette flexibilité. Pour autant, on reste un secteur et un métier d'échange, et donc on a besoin aussi que nos collaborateurs puissent se retrouver sur des journées fixes sur la semaine. Et puis vous avez testé les choses et vous avez vu que c'était... Exactement. Oui, bien sûr, on est en test and learn. On a adapté. C'est aussi l'agilité qui fait la force des entreprises aujourd'hui. Avec ce qu'on a vécu, notamment pendant cette pandémie, on s'est rendu compte qu'il faut aussi qu'on soit très agile, très flexible dans les process qu'on met en place. Et il faut aussi savoir se remettre en question. Ça veut dire que vous avez changé vos process de recrutement aussi ? On n'a pas changé nos process de recrutement spécifiquement. On privilégie, alors on fait des entretiens en distanciel bien évidemment, mais dans le parcours de recrutement, l'entretien sur site est indispensable parce qu'il faut aussi que le collaborateur évidemment puisse se projeter, puisse rencontrer le manager recruteur, puisse se projeter dans l'entreprise. Maxime même parlait de l'environnement de travail, hein, ça permet aussi de commencer à... C'est un premier pas effectivement dans l'entreprise. Ouais. Une des critiques aussi qu'on entend du secteur événementiel, c'est que le projet prend le dessus sur la culture d'entreprise. Comme tout le monde travaille en mode événement, en mode projet, il y a une priorité client, une priorité à fidéliser le client, et on en oublie de construire sa culture de boîte et à prendre soin quelque part de ses collaborateurs. Quelle importance vous dans vos boîtes respectives vous accordez à cette notion de culture de boîte et de cohésion et voilà, toutes ces questions de travail en équipe, mais à un degré un peu plus élevé. Anne, Marie, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je trouve que chez Riem Baker, ça c'est très intéressant comme question, parce que comme vous êtes toujours sur le terrain un peu éclaté, est-ce qu'il existe vraiment ? Oui, complètement. En fait, la priorité client, oui, mais elle a ses limites aussi. On est d'accord. Et en fait, moi j'ai l'exemple des équipes qui travaillent régulièrement pour nous, qui sont amenées des fois sur des semaines à pas se voir de la semaine. Donc non, on fait pas du Teams parce qu'on est sur le terrain, bien sûr. Mais par contre, sur un gros événement où ils se retrouvent tous, ils sont contents de se retrouver. Voilà. Donc le Teams, oui, mais je pense que c'est comme la priorité client, tout a ses limites. Voilà. Ouais. Paris Society aussi ? Il y a une vraie culture d'entreprise ? Ouais, alors
moi, je mettais ça déjà avant que tout ça se développe dans le pôle Mais événementiel. t'es un précurseur, Denis Raymond. Hein. Ouais, un peu, c'est vrai. Non, on a toujours attaché une grande importance à ce que les collaborateurs soient bien et ça fait partie du package, encore une fois. Non, on fait 4 séminaires par an. Donc, on a toujours considéré être un peu les cordonniers les plus mal chaussés, mais on fait 4 séminaires par an. Donc, 4 fois dans l'année, on réunit la totalité de nos équipes. Ça peut sembler être la moindre des choses, mais c'est des moments finalement qui sont rares parce que, comme tu le disais bien, les équipes sont très dispatchées à droite à gauche. On court derrière les besoins des clients, on court derrière nos opérations, derrière nos exploitations. Après, c'est un sujet de calendrier. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans l'événementiel sont dans la même disposition. Là, on rentre grosso modo 15 novembre, Noël, dans notre tunnel. Ça va redescendre, ça va repartir, ça va redescendre. Donc on bosse toute l'année tous parce qu'on prépare les grosses saisons. Il y a finalement peu de basses saisons, mais il y a des moments qui sont quand même plutôt propices au fait de réfléchir sur ton organisation, au fait de discuter avec des collaborateurs. Donc oui, c'est toujours le même sentiment, c'est qu'en fin de haute saison, tu récupères toutes tes équipes à la petite cuillère. Donc c'est des moments particuliers, très durs, pour les managers aussi, de la même façon que pour les collaborateurs. Et donc de réfléchir à voir comment essayer d'anticiper tout ça, d'essayer de s'améliorer et de staffer au mieux les équipes pour passer ces moments qui sont difficiles, qui sont toujours difficiles. En termes de culture d'entreprise, comment vous arrivez à développer ça? Alors peut-être en termes de marque employeur, si je puis dire, Oriane, est-ce qu'il y a un désir de construire quelque chose et donc d'y associer l'ensemble de la communauté comme Exposium? Ouais, bien sûr, on associe toujours les collaborateurs et les managers à globalement à l'ensemble des process et des outils qu'on développe parce qu'on le fait vraiment en business partner. Et si on ne comprend pas nous-mêmes déjà au niveau RH quelles sont les contraintes et quels sont les enjeux du terrain, on ne peut forcément pas derrière déployer des outils qui soient cohérents avec leurs besoins. Donc évidemment, on développe tout ça. Nous, on a une culture d'entreprise très familiale. En fait, comme Exposium, c'est 450 collaborateurs sur la France. 900 une grande famille. Une très grande famille. Et effectivement, mais pour revenir sur la notion de passion aussi dont on parlait, c'est une notion qui est hyper importante dans notre métier et on le voit en fait quand on a une équipe salon, c'est vraiment un esprit familial qui se développe. Il y a toute l'adrénaline avant, pendant, après le salon, donc tout ce qui se passe au moment de la livraison de l'événement. Et on travaille effectivement beaucoup sur la culture d'entreprise. Après le Covid, on a aussi retravaillé toute notre stratégie de marque. On a reclarifié notre vision. On a reclarifié notre objectif chez Comexposium pour donner du sens aussi à nos collaborateurs et pour qu'ils comprennent quel est finalement notre objectif commun, puisque l'une de nos compétences génériques, ce qu'on appelle les compétences génériques, ce sont des compétences soft skills qui sont communes à tous les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise et qui seront propres à nos valeurs d'entreprise. C'est bien sûr la collaboration, la culture du feedback, l'orientation objectif commun et l'amélioration continue. Donc voilà, on a reclarifié aussi. C'est inscrit dans une charte, dans un truc, c'est soft skills? Oui, absolument. La culture de boîte est-elle importante pour vous? Allez, pour toi, Maxime. Oui, elle est quand même importante. C'est une famille, la technique, en plus, j'ai l'impression. Je pense, on se connaît tous, tous les intermittents, enfin tous les intermittents non, mais un intermittent qui vient travailler chez nous à Magnum va travailler chez Novelty, chez Duchot, enfin même chez des concurrents, enfin des confrères plutôt. On a une très grosse culture de boîte. Du moins à Magnum, nous, oui. De fête aussi. Chez les techniciens, les fins d'événements sont sympathiques. Oui, bon, d'accord, oui. Oui, il faut le dire aussi, oui. Michael, t'es sensible à cette culture... Pardon, excuse-moi Céline. T'es sensible à cette culture de boîte? À la culture de ta boîte, à ce qui est développé pour favoriser la cohésion d'équipe? Oui, en fait, moi complètement, parce que en réalité, si j'ai arrêté le freelancing à la base, c'est parce que j'en avais un peu marre d'être tout seul. Et en fait, en gros, l'entretien qui s'est passé avec mon boss, c'est on avait un rendez-vous, je sais pas, d'1h30, on a passé plus de 3h30 ensemble.
Je suis reparti et j'étais même pas rentré chez moi qui m'a dit bon, je pense que ça match, et il faut qu'on. Et en fait, depuis ce moment-là, ça match. Mais c'est un match avec boss et avec les autres aussi, parce que oui, c'est ça. La culture d'entreprise, c'est pas que le boss. Oui, alors ça, du coup, pour le coup, c'est un gros coup de bol, mais je l'ai découvert plus tard, puisque pour la petite histoire, j'ai signé un vendredi 13 et le lundi 16, c'était confinement. Donc j'ai commencé en télétravail. Bien joué la culture d'entreprise Donc, au niveau du timing. Du coup, niveau développement culture d'entreprise, bof. Début, ouais. Au début, c'était surtout, c'était vraiment juste avec mon patron et la designer de mon équipe, du coup, puisqu'on était une équipe de 2. Et en fait, on a fait connaissance réellement tous ensemble quand les événements ont repris et qu'on a vraiment intégré les bureaux, etc. Et en fait, j'ai découvert que cette culture d'entreprise existait déjà avant, parce que la boîte, elle avait déjà presque 30 ans quand je suis entré dedans. Et en fait, mais il y a des gens qui sont, enfin, il y a très peu de turnover dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Dans le service où je suis, on a une partie bureau technique. Je travaille avec responsable technique qui, lui, a été le tout premier employé de l'entreprise, en tout cas le premier à être resté. Donc, ça fait 30 ans qu'il est là. On en a qui, ça fait 24 ans, 25 ans, je crois. Enfin, du coup, comment ils font? Bah, je pense que il y a plusieurs trucs. Déjà, ils ont commencé chacun dans une entreprise qui était petite et qui a grandi. Et donc du coup, ils ont changé de rôle, ils ont changé de rôle, de responsabilité. Et en fait, je pense qu'ils ont sans cesse renouvelé leur métier. Donc du coup, ils ont renouvelé aussi la passion. Et puis je pense aussi que ceux qui sont là, c'est ceux qui s'entendaient bien, ceux avec qui tout marchait en fait. Donc du coup, ça a un peu apporté ce côté familial, ce qui fait que on voit bien ceux qui restent dans l'entreprise, c'est ceux qui aiment ça. C'est ceux qui aiment cette ambiance plutôt familiale. À titre personnel, on m'a proposé un job à peu près similaire avec des conditions salariales et un CE et tout ça avec des beaucoup plus élevés, que j'ai refusé parce que j'ai pas du tout aimé la culture d'entreprise. Vraiment. Je pouvais pas. Enfin, moi, c'est simple. Je suis côté artiste. J'ai du mal à me lever le matin. Si j'ai pas une bonne motivation pour me réveiller, ça marche pas. J'abandonne. Et en fait, je crois qu'on est tous pareils. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Non. Et en fait, d'ailleurs, la première chose qu'on cherche à faire en se réveillant le matin, c'est à s'économiser. Hein. Donc il faut effectivement des sources de motivation. Oui, et en fait, du coup, comme j'aime mon taf, je me pose pas la question en fait. C'est beau ça quand même de dire j'aime mon taf. Hein. Il y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. C'est vrai. Ici, là, tout le monde aime son taf et ça, c'est. Oui, je pense qu'ici, tout le monde. Quand on avait fait la préparation, quand on avait un peu discuté tous ensemble, on avait fait la différence entre. On avait différencié le fait qu'il y a le métier passion, mais il y a le métier qu'on choisit. Et en fait, je pense que la passion, elle se construit, où on peut être passionné avant, enfin, c'est propre à chacun. Par contre, c'est un métier dans lequel, l'événementiel, si on reste, c'est parce qu'on l'a choisi. On a choisi d'y rester. Et oui, parce qu'il y a effectivement pas mal de contraintes dans l'événementiel et on en a évoqué quelques-unes. C'est chronophage, c'est énergivore, mais en fait, la passion est tellement... Enfin, la passion... Le challenge, l'adrénaline est tellement grande parce que c'est du live qui se renouvelle sans cesse que du coup, on reste et on fait notre trou dans ce secteur. Alors maintenant, vous avez, vous aussi, certainement des questions pour nos chers invités ici qui sont sur scène. Des retours d'expérience, des critiques, j'en sais rien, enfin tout. Qui a levé la main, j'ai pas vu. Là. Bonjour Véronique Fugé-Garel, merci de ce débat. Je voulais juste avoir une petite réponse sur la parité salariale homme-femme dans vos métiers, merci. Est-ce qu'on a des indicateurs sur l'égalité salariale homme-femme dans vos boîtes? Denis, Oriane, Danilo? C'est une bonne question. Il y
Il y a le sujet de la parité globalement. Ça, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous. Et j'ai pas d'indicateur, pour être très franc, je ne peux pas te répondre précisément, mais ce que je sais, c'est que c'est la compétence avant tout et l'expérience qui est valorisée. Il n'y a pas de problématique majeure sur ça, chez nous en tout cas. Chez nous, et là je vais parler au global, donc je prends aussi les fixes de la société, c'est pareil, hein. Ça va au mérite. C'est pas homme, femme, voilà. Et ça, c'est pareil sur le terrain. On ne paye pas plus un maître d'hôtel homme que femme. Voilà, c'est exactement la même chose. Nous, on reste bon sur notre index égalité femmes-hommes. Donc là-dessus, on est. D'ailleurs, ce sont des indicateurs qui sont publiés. On reste un secteur assez féminin, je trouve. Nous, personnellement, on a chez Comexposium 70% de femmes et on essaie de travailler là-dessus et de masculiniser un petit peu le secteur. Mais voilà, en tout cas, sur notre index, on est bon. Ça répond à votre question ? En gros, on ne fait pas trop la différence. À partir du moment où on a la même motivation... D'accord. Bonjour, moi Fabella Mkasser, étudiante à l'école ICFAC, en bachelor chef de projet événementiel. J'avais comme question, le secteur de l'événementiel est-il propice à la recherche en alternance de manière générale ? Et est-ce que c'est une perspective d'évolution dans le futur pour les jeunes étudiants qui sont en recherche d'alternance ? De faire une alternance ? Oui. De faire une alternance, est-ce que ça ouvre des portes ensuite dans vos différentes entreprises ? Déjà, est-ce que vous en faites, est-ce que dans vos boîtes, il y a des alternants ? Est-ce que c'est une ambition de favoriser ce type de contrat ? Et puis bien derrière, qu'est-ce que ça ouvre dans vos boîtes respectives ? Ouais, nous, on est très attachés à cette responsabilité sociétale. On a à peu près 10% de nos effectifs en alternance et on embauche à la suite à peu près 20%. Là, on a fait 20% de nos recrutements sur des embauches post-stage ou post-alternance. Donc, on a des alternants sur tous nos métiers. Alors, plus sur les opérations, un peu moins sur les fonctions support, mais on en a quand même. Mais on a beaucoup d'alternants sur les fonctions de marketing, communication, sur les fonctions digitales, sur le commercial et également un petit peu dans la finance, dans l'IT. Voilà, pour nous. En agence aussi, on prend des alternants ? Oui, alors je vais être tout à fait transparente. On a été frileux sur l'alternance parce que, bien évidemment, aujourd'hui, les événements, on ne choisit pas les dates, on ne choisit pas les moments. Donc, effectivement, l'alternance, ça contraint à avoir un alternant qui n'est pas là sur une certaine période. Mais après, on se rend compte aussi qu'il y a des bénéfices parce que, forcément, sur la formation, c'est quelqu'un qui est là sur le plus long terme par rapport à un stagiaire, typiquement, qui est là sur 6 mois. Donc, en termes de formation, en termes de, justement, de culture d'entreprise, d'ADN d'entreprise, d'agence, etc., c'est aussi bénéfique d'avoir quelqu'un qui est là sur la longue durée et qui peut vraiment nous accompagner et créer des binômes avec des chefs de projet dans la partie opérationnelle. Donc ça dépend aussi de l'emploi du temps, je vais dire, de l'alternant, en toute transparence. Alors, on a quelques alternants. Effectivement, en projet pur, c'est pas toujours simple puisque les clients n'attendent pas d'une semaine à l'autre. Alors, c'est vrai que selon les formats d'alternance, selon les managers, ils ont quelques préférences. Mais du coup, ça vaut vraiment le coup de postuler parce qu'il y a aussi bien au projet, mais dans toutes les autres fonctions, il y en a. Et il y a quand même pas mal d'alternants qui ont commencé comme ça chez nous et qui aujourd'hui sont en poste. Oui, moi je voulais simplement confirmer que aussi bien l'hôtel où j'ai pu effectuer avant mes missions au service commercial, on n'était que deux, il y avait moi et une alternante, donc quelqu'un à qui on a aussi bien confié des missions avec beaucoup de responsabilités comme ce que je pouvais avoir en tant que responsable, que aussi bien au Cercle de Mal où la personne qui était présente juste avant moi était une alternante. Là, moi aujourd'hui je suis en fixe, mais c'est parce que toujours dans un projet plutôt d'agrandissement et d'évolution, donc c'est pas dit que il y a un alternant qui rejoindrait nos équipes, donc c'est toujours, dans toutes les sociétés que je peux connaître, même mes collaborateurs avec qui je travaille, il y a toujours des collaborateurs qui sont des alternants et au contraire, je pense que c'est toujours amené à être développé de plus en plus là-dessus.
Et justement, sur les difficultés qu'on peut avoir au niveau du recrutement, l'alternance, c'est un vrai vivier de recrutement et ça nous permet de capitaliser finalement sur des jeunes qu'on a accompagnés pendant 1 an, pendant 2 ans, qu'on a formés, qu'on a montés en compétences. Et encore une fois, en tout cas chez nous, chez Comexposium, c'est un vrai vivier et ça nous permet vraiment de pallier à des difficultés de recrutement. Et comme je disais, on a fait 20% de nos recrutements sur de l'embauche post-alternance ou stage. Ouais. Donc c'est aussi, pour le jeune, ça permet une première expérience. Et donc, oui, allez-y, foncez. Hein. L'alternance, c'est un vrai tremplin. Bonjour, je m'appelle Anastasia Starignès, je suis actuellement à Sup de Pub en master. Et j'avais une question, on a parlé des alternances, on a parlé aussi du fait qu'on fidélise une fois qu'on est dans l'entreprise. Mais est-ce que concrètement, il y a encore de la place pour nous, jeunes du coup, diplômés, quand on va sortir, etc. Parce que c'est vachement ce qu'on entend, c'est un milieu bouché, il n'y a plus vraiment de place. Est-ce que ça a encore du sens de faire des études là-dedans ? Est-ce que ça a encore du sens de vouloir aller dans l'événementiel ? Est-ce que ça a du sens, ça ? Il y a beaucoup qui t'ont répondu et qui t'ont fait part de leur passion, donc que ça ait du sens, c'est évident. Parce que j'ose espérer que tous ceux qui rentrent sur le marché du travail seront habités de cette passion-là pour faire de l'événementiel ou pour faire autre chose. Mais après le Covid, on a vu, les chiffres sont repartis forts, on a tous été rassurés. Parce que c'était évidemment une période compliquée pour nous, particulièrement étant en première ligne, de voir que le business est reparti, que les gens avaient besoin de se réunir. Donc il se passe énormément de choses sur l'événementiel. Donc bien au contraire, je pense que après ce coup d'arrêt, c'est reparti très fort et qu'il faut y aller à fond si bien sûr tu es passionné et si tu as envie d'y aller. Mais qu'il y ait des débouchés, c'est sûr, il y a beaucoup de développement, il se passe plein de choses. Tu le vois sur le salon Event, il y a plein de choses, il y a des innovations. Il y a des nouveaux lieux qui se créent, il y a plein d'offres, il y a plein de choses qui bougent. Donc je pense que c'est, pour un jeune qui arrive sur le marché du travail, c'est extraordinaire parce qu'il y a plein de métiers différents et il y a plein de possibilités, au contraire. Et d'évolution, on l'a vu. Hein. Même si on reste 20 ans dans une boîte, on fait 4 ou 5 métiers en 20 ans. Tu voulais rajouter quelque chose ? Il suffit de regarder LinkedIn aujourd'hui. Vous avez quand même une série d'annonces. Bon, alors il y a peut-être un effet marque employeur. Je fais mon opération de communication en disant que j'embauche. Il y a aussi un peu cet effet-là, il faut le dire. Mais derrière, enfin moi j'ai jamais vu à titre personnel, je regarde un peu ce qui se passe sur ce marché, j'ai jamais vu autant d'annonces. Peut-être un peu moins maintenant, il y en a eu énormément en septembre, mais des opportunités, il y en a. Et moi je voudrais juste avoir un petit témoignage à titre personnel. La notion de projet, la notion de chef de projet, elle est effectivement en agence. Tout le monde, surtout dans les écoles, la met en exergue en agence, mais la fonction chef de projet aujourd'hui dans les lieux, et Dieu sait s'il y a des magnifiques lieux événementiels qui ont besoin d'accompagner leurs clients, chez certains prestataires, avec des produits valorisants, avec des services valorisants, je pense qu'il faut aussi élargir son spectre de recherche. L'agence, c'est très bien, c'est effectivement créatif, mais il y a aujourd'hui une multitude d'opportunités de travailler en projet dans plein d'autres types de sociétés du monde de l'événementiel, et vous en avez quand même un certain nombre d'exemples ici. Monsieur. Bonjour, Jean-François Fabre, je travaille pour l'agence audiovisuel spectacle technicien Pôle emploi. Je voulais rebondir sur tout ce qui a été dit sur alternance, sur est-ce qu'il y a des débouchés dans le secteur. Alors oui, il y a de réelles pénuries, hein, autant côté technicien que fonction RH, marketing, commercial. Et là, il y a énormément de job dating en ce moment. Il y a de vrais enjeux de formation en interne et aussi de découverte métier. Il y a une plateforme qui a été montée dernièrement d'immersion facilitée. Et c'est une excellente occasion pour les gens de découvrir des métiers pendant 1 mois, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, selon le temps dévoué en entreprise, pour découvrir justement sur site ce qui se passe. Des vies, ma vie. Voilà. Merci pour cette information. Il faut fouiller, les associations professionnelles sur leur site internet, la plupart donnent aussi des offres d'emploi. Enfin vraiment, il y a de quoi faire. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Justine Ray. Moi, je suis en alternance chez Planet Fitness Group et j'avais une question à vous poser aux recruteurs. À partir de quelle année vous recrutez justement vos alternants? À partir de quelle année? C'est-à-dire Bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Quelle est un peu votre politique? Alors nous, en fonction des métiers, on recrute à peu près tout niveau de formation. Sur les métiers marketing com, on va être plutôt sur des formations bac plus 4, bac plus 5. Sur des fonctions commerciales, on est vraiment sur on a de tout niveau de formation et pas forcément d'école de commerce, etc. On a vraiment de toute institution. Voilà, on n'a Chez pas Ryan de... Baker aussi, tout niveau? Complètement, ouais. Ouais. C'est principalement sur le marketing, je crois que c'est bac plus 2, mais ouais, enfin au moins post-bac, exactement. Mais je reviens juste très rapidement sur les opportunités. Effectivement, je suis étonnée de ces interrogations parce que c'est vraiment un secteur hyper porteur, je trouve, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités. Notamment, je reviens encore sur ce phénomène post-pandémie, mais aujourd'hui, l'événementiel est un secteur qui recrute énormément. Il y a quelques années, il y a encore une quinzaine d'années, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de l'événementiel pour le show, pour cet aspect un petit peu qui fait rêver et qui fait toujours rêver. Les paillettes. Et voilà, l'aspect paillettes, l'aspect show. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a une vraie diversité de métiers dans ce secteur d'activité. Par exemple, chez Comexposium, on a plus de 50 métiers différents sur des grosses familles de métiers, mais il y a une telle diversité de compétences qui sont aujourd'hui nécessaires à la livraison d'un projet ou d'un événement que, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. Nous, on doit avoir une quinzaine de postes ouverts actuellement. On a recruté sur 450 collaborateurs 180 personnes en 2022. Donc oui, il y a beaucoup d'opportunités et surtout pour les jeunes. N'hésitez pas à passer par l'alternance parce que c'est un vrai tremplin pour mettre un pied dans le secteur, pour aussi se rendre compte si ça plaît, si ça intéresse. Parce qu'on l'a dit, c'est quand même un milieu de passionnés et il faut aimer. Il faut aimer l'événementiel. Mais l'alternance peut justement permettre de se rendre compte de ça. Et si je peux rajouter une partie aussi, nous, on a en interne aussi tout ce qui est production. Et en fait, on voit que tous les métiers de production aussi sont des métiers qui recrutent. Par exemple, des menuisiers. Enfin, on n'est pas obligé forcément d'avoir des bacs plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 pour trouver un job. Parce qu'il y a effectivement toute la production, la logistique, tout un tas de métiers qu'on voit un peu moins dans l'événementiel, mais qui permettent de construire tout ce qui est là, en fait. Il y a une tous les gens qui ont tout installé. Il y a une pénurie de tapissiers, par exemple. Par exemple. Oui. Bonjour, merci pour vos présentations. Lauralie Trévalentin, EM Normandie, directrice économique du Master International Events Management. Et ma question, c'est savoir si vous pouvez nous donner une idée de pourcentage des étudiants Master 2 avec un niveau de formation donc élevé, spécialisé en event, recrutés chez vous. Parce que j'ai souvent entendu dire qu'on recrute beaucoup d'étudiants niveau Master 2 dans la filière événementielle, mais pas forcément des spécialistes de l'événement, avec des hauts niveaux de formation pour des postes à responsabilité. Merci. Et si vous pouvez également me donner une idée de salaire à l'entrée pour un étudiant Master 2 recruté pour un poste avec un certain niveau de responsabilité. Merci. On va avoir des grandes difficultés à vous... Enfin, là aussi, c'est les datas présentes sur le marché pour avoir une vision globale. On ne les a pas, elles n'existent pas. Alors peut-être que vous, recruteurs, à titre particulier dans vos boîtes, vous avez peut-être des datas sur les Master 2 embauchés. C'est difficile de répondre précisément et avec des chiffres à cette question.
Comme je le disais, nous, on n'est pas spécialement focalisé sur le niveau de diplôme ou sur l'école dans nos recrutements. Alors, et encore une fois, ça dépend des métiers ciblés. On recrute bien sûr beaucoup de collaborateurs avec des niveaux de Bac+5 spécialisés ou non dans l'événementiel. Mais ce qu'on va regarder, c'est la motivation, l'envie de nous rejoindre, l'expérience quand il y en a et quand elle est demandée, mais pas que le niveau de diplôme. Donc effectivement, on ne suit pas forcément d'indicateurs sur le nombre de collaborateurs recrutés avec un niveau de diplôme master spécialisé événementiel. On en a, ça dépend des fonctions, et c'est pareil, sur les niveaux de salaire, ça dépend vraiment des fonctions. C'est difficile de vous donner un ordre d'idée parce qu'on a, encore une fois, plus de 50 métiers dans l'entreprise. Donc les salaires ne sont pas les mêmes en fonction des niveaux recherchés, en fonction des profils recherchés. Enfin voilà, c'est très variable. Je ne sais pas s'il y a des précisions. Benoît, qui est le délégué général de l'association L'événement, l'association des agences, nous dit qu'il lance une étude salaire la semaine prochaine et que des résultats seront disponibles en janvier. Normalement. Voilà, mais c'est vrai qu'on là-dessus, c'est hyper compliqué. Et il y a une raison simple aussi, c'est que aujourd'hui, tout le monde peut prétendre à travailler dans le monde de l'événementiel, quelle que soit sa formation et son niveau de formation. C'est ouvert vraiment à... C'est comme le métier de journaliste. Je suis un ancien journaliste, moi. Le métier de journaliste aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire une école de journalisme pour accéder à ce type de métier-là. Voilà, il y a une possibilité, une ouverture telle que ça ne garantit pas à des spécialistes de master événementiel d'avoir, au même titre que les autres, où ça ne donne pas un avantage particulier à l'accès à des boulots événementiels. Voilà, c'est inhérent à cette richesse de métiers, à ces opportunités multiples et à la recherche de charismes effectivement très différents les uns des autres. Oui, il peut y avoir des métiers où on va avoir une nécessité de recruter avec une spécialité. Mais nous, par exemple, on fait aussi beaucoup on fait des partenariats avec Pôle emploi. On essaie aussi d'ouvrir nos métiers à des jeunes en réinsertion, parce que en fait, il y a certains métiers dans l'événementiel où on n'a pas forcément besoin d'un niveau d'études hyper élevé pour pouvoir réussir. À partir du moment où on a envie de bosser, où on a envie de s'impliquer, qu'on a envie de prendre part à l'aventure dans une entreprise, il y a beaucoup de possibilités dans notre secteur. Allez, oui, c'est vrai. Dernière question. Je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête. Merci. Bonjour, Émilie Beg, Veolia Environnement. Moi, j'avais une question sur les nouveaux métiers justement que vous recrutez. On a abordé rapidement tout à l'heure le métier de la RSE. Est-ce que, j'imagine que c'est un sujet, mais comment il est traité dans vos entreprises? Tout ce qui tourne autour de la data aussi, on en a parlé pendant les 2 jours de conférence. Data scientist. Profitons-en peut-être pour faire un rapide tour de table sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un peu finalement la discussion qu'on vient d'avoir, parce qu'il y a peut-être aussi pas mal d'ESAT, non, qui travaillent pour vous, parce que la RSE, c'est ça aussi. C'est pas que la restauration et le sourcing de produits. Ouais, c'est bien d'avoir cité l'ESAT. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires. On travaille avec un partenaire ESAT et on a beaucoup de personnel dans notre laboratoire en préparation de commandes. Donc ça en fait partie. La RSE. Aujourd'hui, on est aussi conseil auprès de nos clients sur le déchet alimentaire. Il n'y a pas, on est là pour vraiment les conseiller. Ça ne sert à rien de vendre 12 pièces sur un cocktail alors qu'on peut se contenter de 10. Et on est aussi là pour les accompagner sur ça. Voilà. Alors peut-être un dernier tour de table sur justement les nouveaux métiers que vous voyez arriver sur le métier, à côté du vôtre, sur les marchés de l'événementiel. J'ai parlé de la data tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui intéressent aujourd'hui vos entreprises? Marie, non, ça reste... Sur la partie RSE ou... Métier RSE, est-ce que
Il y a pas. Pardon, Marie. Il y a de nouveaux métiers. Évidemment qu'il y a plein de nouveaux métiers liés à l'actualité, mais le sujet de RSE a explosé. Ça dépend des tailles des boîtes, si tu veux. Nous, on est suffisamment structurés pour avoir et suffisamment grand. Finalement, c'est pas mieux ou moins bien. Donc, il y a des responsables RSE qui sont internalisés, parce que c'est un sujet important pour les collaborateurs en interne et surtout, évidemment, pour l'externe. Donc, ça s'organise de cette façon-là. On est tous sensibles sur ça. Maintenant, on suit l'actualité et on gère comme ça. Il paraît qu'à une époque, vous vous souvenez, il y avait le Chief Happiness Officer. Vous vous souvenez, ça, ce nouveau métier? Il paraît qu'aujourd'hui, le nouveau métier, c'est Chief Sobriety Officer. Donc, c'est celui qui va même au-delà de la RSE, qui fait très attention à la sobriété numérique, carbone, énergie. Est-ce que ça, c'est des sujets qui touchent aussi, ça rejoint la data? Ouais, alors chez nous, effectivement, il y a 2 catégories de métiers qui vont émerger. C'est bien sûr la RSE. On est en train de développer une stratégie RSE qui devient un pilier stratégique qui s'appelle All Involved et qui renforce justement les messages RSE en interne, mais aussi sur nos événements. Le Salon de l'Agriculture, la Foire de Paris, la Paris Games Week, enfin voilà, tous ces événements qu'on connaît bien et sur lesquels justement on a une volonté aussi d'agir pour l'environnement, parce qu'on sait que dans l'événementiel on est aussi très contributeur de voilà, ça. Ouais. Voilà. Donc on agit beaucoup là-dessus, donc on a recruté des équipes spécialisées pour accompagner cette stratégie RSE et aussi bien sûr sur les métiers du digital, de la data, alors avec tout ce qu'on entend sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle par exemple, tous ces métiers du digital qui vont commencer à se professionnaliser, à émerger et à répondre à une demande. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous, Maxime, Eva, Michael, Oriane, Denis, Anne, Marie, Danilo, Céline. Merci beaucoup de vos interventions. Il y a une valeur qu'il faut absolument cultiver dans ce métier, c'est la curiosité. Voilà. Si on est curieux, on trouvera certainement une chaussure à notre pied et à pouvoir s'épanouir. Soyez curieux, sortez et vous verrez que l'ensemble de ce que vous allez acquérir, toutes ces nourritures que vous allez aller chercher, elle a obligatoirement une résonance sur ce marché à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, merci pour ces 3 jours de débat et de conférences. Et puis, bonne fin de salon. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, il y a 8 associations professionnelles qui sont à l'origine de ce rendez-vous, qui ont un stand en L25 et qui permettra de répondre à vos questions, soit parce que vous n'avez pas osé les poser, soit parce qu'on n'a pas évoqué le sujet. Donc n'hésitez pas, il y a plein de monde en L25 pour vous répondre. Merci et bonne visite.